Laurent, Roland, Tony Nikes, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Le noir et le blanc ce matin. Je pense qu'il le voit bien à la maison, le noir et le blanc. Oui, mais... Oui. Bon, j'arrête de dire mes bêtises. On a mis du blanc et du gris, là. Oui. J'aurais pu mettre du blanc aussi. Bon. J'aurais dû mettre du blanc. Bon, comme on ne dort pas dans la même maison, ouais. Et qu'on ne se parle pas avant de venir au plateau... Il va falloir peut-être qu'on commence à dormir dans la même maison. Je ne suis pas dans l'affaire d'uniforme, hein. Non, allez plus sérieusement. Plus sérieusement. À moins qu'on ait un fournisseur qui nous fournisse le télé au quotidien. Ben oui, avis justement hein, aux structures qui seraient intéressées, pourquoi pas. Rapprochez-vous donc de l'équipe ou du service commercial. Non, mais il y a quand même des gens. Moi, j'ai eu la chance, je me permets de le dire, cette fois que je ne citerai pas son nom, mais il y a un téléspectateur qui... il y a quelques mois en arrière, m'avait offert des cravates et une veste. Et puis la semaine dernière aussi qui m'a appelé à tout hasard comme ça, qui m'a offert des cravates. Ah, c'est bien. Et puis une veste, je le dis. Bon, je me permets de le citer, M. Diotan, bonjour. D'accord, bonjour M. Diotan. Ce geste. Hein. Bonjour M. Diotan. Il y a des gens qui le font. Donc, moi, je ne dirais pas que les gens ne le font pas, les gens le font vraiment pour moi. De très belles cravates et une veste qu'il m'a offerte il y a à peine 2 semaines. Super, merci donc, de continuer sur cette lancée. On débat par bataille libre, Laurent Roland ce matin. Invitation de l'opposition au défilé et libération de militants, un pas vers la décrispation. Il faut poursuivre cette dynamique. Oui, on n'espérait pas trop les voir au défilé militaire pour marquant les 64 ans d'anniversaire de l'indépendance de la section du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et donc, on les a vus, notamment parce que les autres formations politiques, ce n'était pas pour autant la crise avec le pouvoir en place, pour autant. Hein, donc, le parti qui était beaucoup plus en vue, c'est le Parti des démocrates. Et donc, on a pu voir qu'ils se sont déplacés pour se rendre à ce défilé, même si le président du parti était aux abonnés absents de toute façon, mais parce que on a expliqué qu'il y a eu des soucis. Jusque-là, on n'a pas eu une version officielle. Mais les responsables du parti, notamment le premier vice-président, avaient conduit une délégation pour se rendre à ces festivités. On a pu voir la chaleur entre ces responsables de parti et le chef de l'État à la fin du défilé. Donc, c'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Donc, déjà, et puis, dans la foulée, quand le chef de l'État prend une décision pour amnistier les gens, gracier les gens, c'est à saluer. C'est un début de résolution de crise. Il faille que les uns et les autres soient davantage disposés à parler d'un même temps dans une certaine mesure pour que nous puissions régler cette crise qui malheureusement nous crée autant d'ennuis depuis 2019, 2020, 2021, pourquoi pas même 2023. Donc oui, c'est des signaux forts pour montrer que oui, on peut espérer. Parce que si les démocrates sont rendus là-bas, c'est qu'ils ont marqué leur disponibilité à collaborer, à travailler pour que nous puissions parler d'une seule voix. Parce qu'au-delà de tout, c'est le Bénin qui compte, c'est le développement du Bénin qui compte, c'est l'emploi pour les jeunes qui compte, c'est la prise en charge de l'autonomisation des actions, de l'autonomisation des femmes qui compte, c'est la justice équitable dans le pays qui compte, c'est le social pour les couches défavorisées qui compte. Ce n'est pas les intrigues politiques entre acteurs politiques, c'est véritablement ce qui concerne le Bénin, le peuple entier, c'est ça qui est le plus important. Donc oui, et maintenant quand le chef de l'État commence par gracier les gens et qu'on voit qu'une partie, j'ai lu hier qu'il y a 3 qui sont déjà libérés, il y a 9 qui seront libérés dans quelques jours, et après, progressivement, ils seront tous libérés. Et entre les 27 qui sont déclarés d'abord, qui sont graciés maintenant. Et donc, moi, j'estime qu'il faut étendre la mesure à d'autres personnes qui sont impliquées dans cette crise politique, parce qu'il y a une mesure, j'ai la liste là, c'est autant de personnes, c'est pas que 27 personnes. Donc, toutes ces personnes, faire en sorte que ces personnes soient libérées. Et puis, l'autre chose, c'est que le cas Radji que nous avons vu, qui a souffert, qui est mort dans toute la souffrance possible, je pense qu'il faut faire très vite pour libérer les gens. Et ceux qui sont en difficulté, problèmes de santé, il ne faut pas les négliger, il faut les prendre au sérieux, les traiter, les soigner. Parce qu'une personne qui est en prison pour une faute, d'accord, c'est une faute. Hein, très fin, je le dis, parce que jusque-là, ils ne sont pas condamnés. Donc, pour autant, s'ils ne sont pas condamnés, ça veut dire que peut-être on n'a pas encore réussi à réunir toutes les preuves contre eux. Mais pour une faute en griffe qui est commise et on met les gens en prison,
La prison, oui, c'est un élément, on vous met là-bas pour vous corriger, pour que vous puissiez reprendre, vous remettre en cause dans une certaine... Mais il y a des gens qui vont là-bas peut-être et qui deviennent redoutables. Donc il va falloir travailler à cela, mais faire en sorte que ceux-là qui sont sortis, qu'on travaille à mieux les intégrer dans la société. J'en ai parlé hier matin, il faut travailler à les réintégrer dans la société, travailler à leur reconversion. Et je dis une chose, quelqu'un qui a été en prison, ce n'est pas la fin de sa vie, hein. Il peut sortir et sortir plus fort qu'avant. Et puis, il peut être utile pour vous-même demain ou pour quelqu'un de votre famille. Donc, il ne faut pas considérer que ces personnes qui sont allées en prison, que c'est fini pour eux, pour elles, pardon, et qu'on n'a plus rien à espérer d'elles. Il y a bien des choses à continuer à espérer de ces personnes. Il faut travailler ensemble à les réintégrer dans la société. Il faut travailler à les accompagner, les soutenir. Et maintenant que nous puissions ensemble parler développement, plutôt de continuer à parler intrigue politique. Ça nous arrive depuis 1960. C'est vrai que dans les années 90, ça, on a semblé penser que ça s'est réglé un peu, mais fort malheureusement, au fil des années, ça devient de plus en plus grave et ce n'est pas bon pour nous. Allez, sur le sujet, le matinal écrit Laurent Roland-Tononiquez, mesures de grâce en faveur des jeunes impliqués dans les violences électorales. Talon joint l'acte à la parole. On se rappelle qu'il avait justement, il s'était exprimé sur le sujet au détour de la rencontre avec les hommes des médias. Il faisait la promesse notamment d'agir. Et même en présence de certains chefs d'État qui étaient arrivés, il a martelé. Moi, je crois que oui, le chef d'État, c'est une promesse qu'il avait faite au peuple béninois. C'est une promesse qu'il avait faite à la classe politique. Ça a pris du temps. Ça, il faut l'avouer, parce qu'il l'a dit, ça fait quand même pratiquement un an qu'il a fait ses promesses, et puis bon, ça prend du temps. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est le début déjà. Et donc, si on assiste à la libération de 27 personnes maintenant, progressivement, je crois qu'on doit pouvoir espérer que cette mesure soit étendue vers d'autres personnes, et que les personnes qui sont en prison du fait des intrigues politiques ou de leurs convictions politiques, qu'on trouve un terrain, en tout cas, on trouve la marge pour les sortir de cette situation. Ce ne serait que pour le bonheur du peuple béninois et pour le bonheur de toute la classe politique. Et le chef de l'État a beaucoup à y gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que oui, bon, écoutez, pourquoi, mais bon, j'estime que les actes qu'il pose, c'est lui qui est le premier bénéficiaire. Et donc, quand il les pose mal, c'est encore lui que le peuple va décrier. En son temps, on ne dira pas que on ne dira pas le régime de, comment vous appelez, Roméo Wadaï, hein, on ne dira pas le régime de Abdoulaye Biotchane, on ne dira pas le régime de qui je sais, qui d'autre, Adiatou Matisse, on dira le régime de Patrice Talon, on dira la gouvernance de Patrice Talon. Donc, malheureusement, on dit, hein, enfant, donc c'est sur lui que tout va se reposer après tout. Boni Yayi a nommé des gens, je le répète ce matin, Boni Yayi a nommé des gens qui ont foutu le bordel à un moment donné. Lui-même n'était peut-être pas informé à 100%, mais aujourd'hui, tous les péchés du régime de 2006 à 2016, c'est à lui qu'on colle ça. Et quand les gens les voient, les gens ne parlent plus des ministres qui ont siphonné les ressources de l'État. Les gens ne parlent plus des DG qui se permettaient de mettre l'argent dans la caisse de l'État et de s'en servir abondamment et allègrement. Non, on parlera de Boni Yayi tout le temps, malheureusement. Et lui, n'étant pas informé de tout, on lui dira que c'est à lui qu'on a confié les destinées du pays. Donc, Patrice Talon, en son temps, les gens diront encore que c'est lui. Et donc, il doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et ne pas considérer, je le dis toujours, les vous êtes là autour de lui qui n'ont pas d'intérêt à voir d'autres personnes accéder au pouvoir ou bien accéder à des postes de responsabilité parce qu'au fond, ils savent que si Patrice Talon part, c'est peut-être la fin de leur carrière politique ou bien de leur parcours politique. Donc, il y a ces personnes qui sont toujours autour du chef qui vont dire au chef, non, si vous faites ci, c'est pas bon, si vous faites ça, c'est pas bon. Et c'est les premières personnes qui vous lâchent quand le danger vient de la maison. Il est temps en tout cas que opposition, mouvement, société civile puissent tous parler d'une même voix et se concentrer sur des questions de développement. Laurent Roland-Tononiquez, vous disiez justement de développement, on parle ici à la une du quotidien Décryptage Info, qualité des institutions et politique publique en 2023. Le Bénin, premier dans l'UEMOA et deuxième en Afrique selon la Banque mondiale. Ouais, bon, est-ce que je remettrai en cause un travail qui a été fait pour que même le Bénin, mon pays, en première position
dans le mois et 2 ans en Afrique selon la Banque mondiale, j'ai toujours dit que les institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand vous faites les choses en tenant compte de leurs recommandations, vous êtes bien coté. Mais faire les choses selon la Banque mondiale et le FMI, est-ce que c'est vraiment faire les choses pour le bien de son peuple? Écoutez, je n'apprends rien. Les économistes les mieux attitrés viendront vous dire ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que ce qui se fait depuis 2016, tout est mauvais. Okay. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de changements, il y a des transformations structurelles, il y a des réformes institutionnelles, et on a pu voir des choses sur lesquelles on peut se réjouir et on peut être fier de dire oui au Bénin, hors du Bénin. On est fier de ce qui se passe au Bénin. Je vous ai dit, j'ai été surpris de constater, en tout cas au cours d'un voyage, que quand moi je vantais les mérites de la dématérialisation du Bénin, en tout cas des services publics au niveau du Bénin, qu'un pays assez économiquement fort, l'un des leviers pionniers de l'économie, en tout cas en Afrique de l'Ouest, n'avait pas encore fait cette dématérialisation. La Côte d'Ivoire notamment. Notamment, la Côte d'Ivoire, je ne voulais pas citer. Donc, j'étais avec des députés, au moins un député ivoirien, une ancienne ministre, devant qui je disais, oui, mais écoutez, chez nous au Bénin, quand tu restes à Cotonou, tu peux demander, même si tu es né à 500 km, tu peux demander ton adresse et la voir, tu peux avoir le casier judiciaire en un temps record, en ligne, tout en ligne, et ils étaient surpris de me voir le dire. Et je le disais avec fierté, et c'est déjà même dans un pays européen que je le disais, pour dire, oui, des choses ont été faites, nous devons pouvoir reconnaître cela. Mais quand parfois le FMI en arrive à classer les pays premier, deuxième, moi je fais très attention parce que les politiques mises en place, et n'oubliez pas qu'il y a un cadre sénégalais qui est dans l'agriculture immensement, en tout cas il investit beaucoup dans l'agriculture au Sénégal maintenant, qui a travaillé pour le FMI ou la Banque mondiale, qui a démissionné et qui a dit les politiques de ces structures, de ces institutions vis-à-vis des pays de l'Afrique, ça ne le convainc pas du tout et qui n'était pas d'accord avec tel que ça se faisait et que c'est pour ça qu'il est parti, parce que avec ces politiques-là déclinées, le développement de ces pays, ce n'est pas pour demain. Parce que derrière ces institutions internationales, il y a ce qu'on appelle les grandes puissances. Donc, c'est pour ça que pour chaque fois qu'on dit le Bénin, est premier, et c'est la Banque mondiale, le FMI qui en parle, j'ai dit, bien, c'est vrai, je ne dis pas, je reconnais que les choses ont été faites, mais est-ce que les politiques économiques de ces structures arrangent véritablement une nation? Là réside le vrai problème. Donc je dis oui, félicitations au Bénin, mais faisons très attention pour que le seul fait qu'on dise que la Banque mondiale et le FMI disent que nous sommes premier, deuxième, ne nous écarte pas des véritables enjeux de nos nations. Les véritables enjeux de nos nations, celui-ci en est un, Laurent Roland-Antonin Kess. Le matinal en parle après Kadjeron et Aïdjedo, le troisième marché moderne inauguré. Oui, nous sommes à Porto Novo. Oui, on doit se réjouir de ce que, oui, les marchés, au fur et à mesure, sont inaugurés. Je disais tout à l'heure que beaucoup de choses ont été faites. Il faut saluer ça, hein, il faut saluer. Je dis, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Patrice Talon, au-delà de tout, à la tête du Bénin, a mis la barre très haut. Et donc, celui qui viendra le remplacer doit pouvoir comprendre qu'il ne sera pas là pour s'amuser, pour jouer les marionnettes ou bien, jouer le président parce qu'en fait, on a réussi à faire partie Patrice Talon, mais il doit pouvoir comprendre qu'il vient pour travailler. C'est pour ça que le choix de 2026 pour les électeurs doit pouvoir être un choix assez judicieux. Je ne dis pas qu'il faut travailler nécessairement pour la continuité, mais tout candidat qui viendra devant le peuple du Béninois, il faut déjà voir qui il est, qu'est-ce qu'il propose, et véritablement, qu'est-ce que nous pouvons aspirer de lui. Parce que si on fait tout ça et qu'après quelqu'un d'autre vient, et pour stagner pendant encore 5 ans, 10 ans, nous ramener encore en arrière, ce n'est pas la peine. Nous avons amorcé une dynamique, il faut continuer avec la dynamique. Pas que c'est les mêmes personnes, hein, parce que je dis toujours, ce n'est pas seulement dans leur famille qu'on a des enfants intelligents. Nous autres aussi, nous avons dans nos familles des gens intelligents qui peuvent peut-être faire mieux que ça. Donc moi j'estime qu'il faut travailler à une véritable alternance au pouvoir en 2026, mais avec des gens qui viennent pour véritablement nous mettre sur le chemin du développement sans pouvoir verser dans les problèmes de querelle politique, discours politique, débat politique en un point fini où on ne fait rien de concret. Au marché,
Enfin, nouvellement inauguré à Porto Novo, on vendra certainement de l'ananas Laurent Roland Tonniquès. Matin Libre nous parle eh bien, de ce dossier concernant l'ananas béninois rejeté en France, libération provisoire de l'ex-DG Absa, tout ça pour ça, trop de précipitation dans ce dossier. Dans le premier jour, je me suis prononcé sur ce sujet, je ne sais pas si c'était avec vous, je disais que si le DG est emprisonné, c'est que le ministre aussi doit partir. Je ne le disais pas parce que j'ai quelque chose contre le ministre. Parce que le DG n'est pas un technicien. Il a une responsabilité administrative. Il y a des techniciens qui font le contrôle. Et donc, dès lors qu'il y a un problème et qu'on a dit, on a fait des contrôles, et que les techniciens certifient au DG que les contrôles ont été bien faits et que lui, il a posé sa signature, dès lors que ça arrive comme ça, c'est une sanction administrative qu'il faut lui appliquer. On le décharge, on peut le mettre sous convocation. Mais l'amener jusqu'à l'amener en prison au point où médecin maintenant pense qu'il faut le libérer sous caution, je crois qu'il y avait mal donne, il y avait de l'agitation. D'aucuns parleront de précipitation, de l'agitation. Moi, j'estime qu'on voulait à tout prix trouver un bouc émissaire. On a livré le jeune DG à une sorte de vindicte judiciaire où on l'a livré comme s'il était incompétent, alors que... Donc il a servi de bouc émissaire. Oui, mais pour moi, il a servi de bouc émissaire. Il a servi de bouc émissaire, malheureusement. Et la politique, c'est toujours ça aussi. Quand vous acceptez d'aller à la table du repas, vous partagez, c'est que vous subissez aussi les revers. À un moment donné, il y a une autorité, il y a une situation, on doit pouvoir trouver quelqu'un d'abord qu'on sacrifie. Donc malheureusement, si ça tombe sur vous, c'est pourquoi il faut être constamment en train de prier et prier pour que les choses ne vous arrivent. Parce que quand ça arrive à un problème, il faut forcément trouver quelqu'un dont la tête doit tomber d'abord. Et donc là, vous êtes peut-être dans le viseur, votre tête tombe et puis après, on revient de meilleur sentiment, on dit, bon, est-ce qu'il était vraiment coupable? Oui, je regarde le cas Thomas Abrivard. On a parlé d'Anat Bière ou je ne sais quoi là. Le gars, il est en prison, il est mort en prison et après, il l'a quitté. Vous imaginez ce que ça peut faire pour une famille? Donc, moi, je crois que ce qu'il fallait faire, c'est juste de mettre le monsieur sous convocation, le laisser, on le décharge. Et puis après, dès lors que les preuves sont établies, on peut le condamner et le mettre en prison. Mais là, maintenant, on le met en prison, on le ressort. Et puis après, vous allez voir la suite de ce dossier, on dira qu'il n'a pas de responsabilité dedans et que c'est les techniciens qui l'ont dit en erreur et que patati patata. Et là, le temps qu'il a fait en prison, tout ce qu'il y a eu après ça, la torture morale et psychologique, parce que dans tout ça, on vous met devant un commissaire ou bien une autorité judiciaire, on vous pose des questions. Vous êtes stressé. Vous posez des questions du matin jusqu'au soir. Vous êtes assis là, sans boire, sans manger. On vous soumet à un questionnaire. La même question, on peut vous reposer ça à plusieurs reprises. La torture psychologique. Moi, je pense que quand il y a de ces sujets, situations, que nos gouvernants prennent du recul. On a reproché la même chose sous Boniaï, où quand il y a quelque chose de Boniaï, prenait des décisions et puis on parlait d'une certaine impulsivité où on prenait des décisions et après on se rendait compte que ce n'était pas bien. Je crois que les mêmes habitudes n'ont pas changé, ça fait perdu, même si le personnage central à la tête du pays a changé, mais j'estime qu'il y a des actions qui se ressemblent. Des comportements qui sont restés. Des habitudes il faut à l'avenir faire attention à ces gens-là parce que déjà même, écoutez, vous venez d'une famille, Laurent Tonniquès. Et puis on dit ce matin, Laurent Tonniquès, ça fait ci. Toute la famille Tonniquès, si les gens ne t'aimaient pas déjà dans la famille, eux, ils vont te maudire. Si entre-temps, les gens, un cousin ou une cousine était venu te voir pour te demander service, et que tu n'avais pas les moyens, tu dis, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, on te dira que tu es avare, que tu es méchant. Et quand ça arrive, tout le monde commence à te maudire et dit, voilà, il a eu ça, c'est bien fait pour lui. Alors qu'en réalité, le monsieur n'avait aucune responsabilité de ce qui s'est passé. Et donc, je suis d'accord avec Martin qui dit, tout ça pour ça. Il faut qu'à l'avenir, les gens prennent du recul avant de prendre des mesures. Si on doit sortir un DG qui a une responsabilité administrative, on doit sortir alors son autorité hiérarchique. Soleil levant, Laurent Roland Tonniquès, affaire de sortie frauduleuse de corps au CNHU, un procès qui prend une tournure inattendue à la criette. Le dossier renvoyé au 14 octobre prochain. J'ai pu lire que les deux agents disent que c'est leur responsable qui leur a dit de sortir le corps frauduleusement. Donc, le responsable aussi doit répondre devant la justice. Comment se fait-il qu'ils demandent des instructions? Est-ce qu'ils avaient l'habitude de le faire? Je crois que la justice doit pouvoir nous éclairer sur tout ce dossier. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'aujourd'hui, que c'est le patron qui leur a dit de faire ça. D'accord.
Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Dites-le nous. Et oui, voilà un peu des choses qui se passent dans ce pays, hein, où, en tout cas, toutes sortes de choses qui se passent dans nos morgues, notamment les trafics à n'en point fini. Je crois qu'avec la nouvelle loi, on doit pouvoir mettre en place un mécanisme pour contrôler tout ce qui se passe au niveau de nos morgues, de nos cimetières également. Parce que les gens font des choses inimaginables dans les morgues. Et je crois que les autorités compétentes sont bien informées de ce qui se passe. Hein, ce qui se passe. Là, on parle de sortie frauduleuse du corps, mais les cas de orteils coupés, ongles coupés, clitoris coupé pour une femme, cœur enlevé, des corps, des trucs là, où c'est des bonnes dames ou des gens qui vont acheter ces trucs-là pour faire, comment vous appelez, savon de change ou je ne sais quoi, bêtises comme ça. Je crois qu'il y en a plein. Il va falloir maintenant mettre en place un mécanisme de contrôle efficace pour mettre fin à cette pratique dans nos morts. Intéressons-nous à la une du quotidien Le Pays émergent à présent. Un mot de sport, participation des clubs béninois aux compétitions de la Confédération africaine de football. Le président Mathurin de Chacus met la pression sur Coton FC et Dadje FC. Oui, je crois que le président Mathurin de Chacus fait bien de leur mettre la pression, hein, parce que vous savez, depuis que le Bénin participe aux compétitions de la CAF, nos équipes, les équipes championnes et vice-championnes, vont aux compétitions continentales, mais malheureusement, au premier tour, ne vont pas loin. Excusez. Et match aller, ils sont battus, match retour, ils sont battus. Donc, finalement, on ne sait pas. Mais dans les deux équipes qui vont représenter le Bénin, au moins, il y a une qui a réussi à acquérir, qui a acquis de l'expérience au fil du temps. C'est Coton FC, parce que Coton FC, quand même, ça fait 3 années ou 2 années consécutives, 3 années consécutives où Coton FC, équipe championne du football bénin, qui va participer à ce championnat. Ils ont participé la première fois, ça n'a pas souri, la deuxième fois, ça n'a pas marché. Avec le temps, on acquiert de l'expérience. Donc, je crois que Coton FC de Lionel Talon, hein, il faut le dire, va davantage, en tout cas... Pourquoi cette précision? Je le précise parce que quand il est arrivé, je le dis, je l'ai précisé, pourquoi? Parce qu'il oui. n'était pas dans le football. Okay. Il y a des vétérans dans le football qui ont des clubs depuis des années, ils sont là. Okay. Le jeune vient avec son club et puis depuis 3 ans, il est Dame le Pion. D'accord. C'est le lien, ça. Je ne le fais pas avec le lien avec Patrice Talon, je le dis. Il a mis les moyens en tant que jeune. On me dira que c'est parce que c'est l'enfant du fils du président, c'est le fils du président. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a de la vision, il y a l'organisation, il y a les moyens qui sont mis. Les autres ne diront pas qu'ils n'ont pas les moyens, encore que tous les clubs reçoivent de la subvention. Vous voyez un peu. Donc, oui, ils font un effort véritable avec Coton FC. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que Coton FC, au vu des expériences qui ont été acquises, que l'équipe là maintenant nous fasse l'honneur de dépasser le premier tour préliminaire et qu'il puisse aller à une étape suivante. C'est ce que nous souhaitons. Dadje FC qui s'invite aussi dans le débat maintenant, oui, c'est une équipe qui a fait de la progression au cours du championnat national. On a vu comment ils se sont battus et d'ailleurs même, je crois, leur gardien était du côté... pour les derniers matchs que le Bénin a joué, le gardien avait été sélectionné dans l'équipe nationale A. Et donc, oui, ça veut dire que cette équipe a des individualités, des potentiels, en tout cas des talents en son sein. Il faut maintenant qu'ensemble, nous puissions les accompagner avec nos prières, mais qu'eux-mêmes se donnent au travail et que ce ne soit pas une fin en soi. D'accord. C'est vrai que la presse est riche de plusieurs petits sujets dont on pourrait parler ce matin, Laurent, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc on va peut-être finir par celui-ci. C'est avec Matin Libre. La toxi-infection alimentaire collective, une urgence médicale. Avis aux férus des cérémonies de réjouissance. Toxi-infection alimentaire collective. Oui. Oh oui. Sujet qui fait certainement écho à ces situations survenues à Bassila dans le courant du week-end, si je ne m'abuse, avec 4 personnes qui sont de même famille. Décédées. Voilà. Et c'est courant dans la partie septentrionale du Bénin. C'est pas courant dans la partie septentrionale du Bénin où on apprend que toute une famille est décédée. Et les causes, je les avais évoquées une fois. La première cause, c'est que les pesticides utilisés parfois, parce que parfois les gens utilisent les produits pour protéger les semences, d'accord, et à un moment donné, à période de soudure,
peut-être on arrive encore à consommer le même produit et ça crée beaucoup de choses. Et vous imaginez que les gens mettent les pesticides sur du maïs et ces maïs-là, c'est la semence qu'on doit mettre en terre à la prochaine saison. Mais malheureusement, il y a des moments de soudure, les gens n'ont rien. Et ils oublient même qu'ils avaient même mis de la pesticide, ils vont mettre le maïs au moulin, préparer, tout le monde en meurt. Ou soit peut-être c'est même des cossets d'igname où on oublie quoi, c'est-à-dire on les mélange avec d'autres produits et puis après on l'écrase, on prépare, tout le monde mange et tout le monde meurt. C'est pour ça qu'il faut vraiment davantage travailler à une sorte de sensibilisation. Parce que chaque année, malheureusement, on a les mêmes problèmes, hein, pratiquement. Vous attendez quand même, depuis des années, il n'y a pas cette année où qu'on dise que 5 membres d'une famille décédés. Et on dit intoxication alimentaire. Il faut faire très attention. Et cela interpelle justement parce que dans les réjouissances, nous allons acheter des cossets d'igname, nous faisons du télibor avec du crin-crin et de la friture, escargot, et puis on en raffole. Viande, de bœuf. Oui, on en raffole. Mais le problème, c'est que quelles sont les conditions de conservation de ces cossettes? Quelles sont les conditions de conservation de ces produits que nous achetons? Et même de préparation de ces repas. Parce que bien souvent, pour ce genre de réjouissance, parfois, on prépare n'importe comment, très rapidement. Donc, il faut faire attention à tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire ce travail de sensibilisation au niveau de certaines régions. Mais en même temps aussi, j'ai toujours dit, le Bénin, si nous aspirons au développement et que nous travaillons pour le développement, nous devons travailler alors à la traçabilité de tout produit que nous consommons. Si votre pays aspire au développement et que vous faites des infrastructures de qualité, vous parlez de promotion du tourisme, imaginez que des touristes viennent en famille au Bénin et qu'ils vont dans un restaurant et qu'on leur sert à manger et que bizarrement, entre-temps, le produit, il y a ce problème-là. Ce n'est pas une bonne image pour nous. Donc, les restaurants doivent pouvoir travailler à la traçabilité de leurs produits. S'il faut que les restaurants, travaillent aussi à acheter les lignes eux-mêmes, à travailler, à sécher ça pour faire leurs cossettes, il faut commencer par encourager ça. Ou alors, il faut trouver des vendeurs, des grossistes chez qui on achète pour savoir que véritablement on a pris ça chez telle personne. Plutôt parce que quand vous allez dans certaines régions du Bénin, en tout cas partie septentrionale, vous voyez les cossettes séchées à même le sol, au bord de la voie là, et donc exposées aux intempéries. Un cuidam peut passer ruiné sur ça, beaucoup de choses. Je ne dis pas que tout est mauvais, parce que des gens font l'effort de bien conserver ça, mais il y a des gens qui négligent ça peut-être à la limite. Et donc ça peut créer d'autres malaises pour l'organisme. Il faut maintenant travailler à cela. Je dis, tout produit que nous consommons au Bénin, nous devons progressivement travailler maintenant à faire de la traçabilité. Pour savoir d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été produit, et dès lors qu'il y a un problème automatiquement, on sait. Parce que si vous savez le produit qui a été mis dedans automatiquement, il y a toujours un antidote. Et donc automatiquement, ça peut faciliter la tâche à ceux qui vont prendre en charge. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans les prochains jours sur ce plateau. Merci à vous, Laurent Roland-Antonin Caisse.